Fabien Bouclet, bonjour. Bonjour, Jean-Baptiste. Nous sommes ravis de vous recevoir ici dans les bureaux, les locaux de Contribuables Associés. Alors vous êtes l'auteur, Fabien Bouclet, d'Éolienne, la face noire de la transition écologique. Alors, 3 mots, 3 termes, vous parlez d'une escroquerie intellectuelle et un non-sens écologique, vous allez nous expliquer tout cela. Alors tout d'abord, première question, pourquoi ce livre? Ce livre, en fait, il répond à la volonté, après 10 ans de combat, d'écrire toutes les informations que je pouvais avoir, de les synthétiser, mais surtout aussi de trouver les sources documentaires, scientifiques, légales, institutionnelles, qui pouvaient être au cœur de nombreuses interrogations face aux nombreuses fake news diffusées par les promoteurs éoliens et par les syndicats de promoteurs éoliens qui, par l'achat d'espaces publicitaires, par l'achat de rédactionnels et de publics rédactionnels dans la presse, diffusent de fausses informations sur le sujet des éoliennes. Et je crois qu'il était temps de mettre, au travers de 10 chapitres, de rétablir certaines vérités, notamment la dimension particulièrement peu écologique de ces monstres d'acier et de fibres de carbone. C'est le premier volet de votre ouvrage. Alors, donc voilà, Fabien Bouclet, Éolienne, la face noire de la transition écologique, aux éditions du Rocher. Donc effectivement, un ouvrage très documenté, extrêmement intéressant, qui fourmille de sources nationales et internationales. Donc on conseille vivement à tous. Vous citez la Cour des comptes, etc. Et la Cour des comptes, le plan pluriannuel de l'énergie du ministère de l'écologie, la commission de régulation de l'énergie pour la partie financière, qui est une source documentaire très intéressante. Des rapports parlementaires. Des rapports parlementaires, et puis de la presse écrite internationale, en Italie par exemple, ou en Espagne, au Mexique, aux États-Unis, partout dans le monde, un rapport parlementaire australien, le rapport de l'Académie de médecine allemand. Enfin, en fait, globalement, on a des centaines et des centaines de sources d'informations. J'ai dû synthétiser parce qu'en fait, on pourrait en faire un dictionnaire tellement il y a d'études scientifiques, notamment sur les oiseaux, tellement il y a d'études scientifiques sur le sujet. Comment savez-vous pourquoi ce combat au départ? Ça part en fait, vous savez, voilà, ça part tout simplement de la connaissance de ce qu'il peut y avoir un parc éolien à côté de chez soi. Et puis, par curiosité, on se documente. Alors moi, je me suis d'abord rendu compte que, dans le cadre du projet de parc éolien qui était prévu à 800 mètres de mon domicile, enfin d'une maison, il y avait des prises illégales d'intérêt. Ça a été un de mes premiers actes de bataille, parce que j'ai été à l'origine, par ce petit dossier. Il faut le préciser, hein, vous êtes un citoyen français qui s'est emparé d'un sujet, qui travaille énormément sur ce dossier depuis 10 ans. Vous n'êtes pas un expert de l'éolien, vous n'êtes pas un scientifique à la base. Pas du tout. Mais vous êtes investi dans ce combat. Voilà, exactement. Et puis j'ai acquis une compétence, une expertise de ce sujet, et puis surtout des fausses informations. Et la première chose, en tant que juriste, malgré tout, parce que je suis juriste de profession, j'ai découvert qu'il y avait le projet était entaché de prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire que l'élu, le maire ou certains conseils municipaux étaient en fait ceux qui mettaient les éoliennes sur leur propre terre. Ça, c'est un délit pénal. Et donc, j'ai été à l'origine des premières condamnations pour prise illégale d'intérêt, ce qui a conduit le service central de prévention de la corruption, une institution du ministère de la Justice. Qui n'existe plus aujourd'hui, vous l'expliquez dans votre ouvrage, on en reparlera peut-être plus tard. Voilà, en 2014, à émettre une alerte sur la gravité du phénomène des prises illégales d'intérêt qui était massif dans l'éolien. Et ensuite, j'ai été amené à combattre les éoliennes entre l'Île-d'Yeu et Noirmoutier, ce qui m'a amené à m'intéresser au tarif de rachat de l'éolien en mer, qui est 5 fois supérieur au tarif habituel, et là qui est un énorme scandale, mais... Justement, on va faire un petit état des lieux. Voilà. Combien d'éoliennes en France, de quel type? Éolien terrestre, maritime? Alors aujourd'hui, en France, il y a environ 8000 éoliennes terrestres. Il y a en projet environ l'installation de 500 éoliennes plantées en mer. Il ne s'agit pas d'éoliennes offshore, hein, contrairement à ce qu'on dit. Il s'agit d'éoliennes côtières, à 15 km des côtes françaises. Donc autant dire que ce sont comme des éoliennes terrestres, mais installées au bord des côtes françaises, dans l'eau. Et il y a une éolienne flottante, Floatgen, qui est donc au large de Saint-Nazaire, et qui est une éolienne flottante qui est moins impactante évidemment que les éoliennes plantées. Voilà, donc il n'y a aucune éolienne en mer, si ce n'est cette éolienne
en test actuellement au bord de Saint-Nazaire. Pour les éoliennes terrestres, je crois, donc vous donnez le chiffre de 8000 éoliennes, on parle dans les années qui viennent, pourrait monter jusqu'à 20 000 éoliennes. Voilà, à peu près multiplié par 3 le nombre d'éoliennes. Dans le plan pluriannuel de l'énergie, on veut multiplier par 3 le nombre d'éoliennes. Et sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, plus multiplier le nombre d'éoliennes en mer. En plus des 500, s'ajouterait un nombre vraiment conséquent. Et actuellement, il y a la commission des débats publics qui organise un débat pour envisager des zones supplémentaires au large de la Normandie. Ce serait un massacre de notre littoral absolument gigantesque. Alors, votre ouvrage est extrêmement intéressant et passionnant même à divers degrés. On va commencer par le départ. Alors, ne voit-il pas qu'on découvre dans cet ouvrage que, ce que beaucoup ignorent, je pense, c'est que les éoliennes sont extrêmement polluantes. Alors oui, c'est la première partie de mon livre. C'est en fait, c'est le paradoxe. Greenpeace nous met sur son site internet les éoliennes comme de jolis bouquets de fleurs pour sauver la planète. J'adore cette expression. On imagine des marguerites dans la campagne ou des tournesols. Mais une éolienne, c'est pas en Hollande justement ou en Grande-Bretagne qui a été fabriquée, qui avait une forme de pétale. Voilà, alors il y avait une œuvre d'art qui a été réalisée en forme de fleur, et c'est justement, mon bouquin consiste à détruire ce paradoxe, ce mythe, cette espèce d'éléments de langage qui sont propagés par les promoteurs éoliens et les ONG qui les accompagnent. En fait, les éoliennes, c'est d'abord 1500 tonnes de béton, plus 50 tonnes de ferraille, dans une ossature en ferraille, du socle, parce qu'il faut un socle vraiment très très puissant. Un coffrage. Donc là, on est vraiment du béton comme les bunkers allemands, c'est-à-dire du béton extrêmement solide. Alors la loi oblige à raboter les éoliennes à 1 mètre du sol, par rapport à 1 mètre du sol, pour permettre aux agriculteurs Alors les promoteurs ont trouvé une combine, ils enfouissent le socle 1 mètre plus bas que le niveau du sol. Comme ça, ils n'ont pas à raboter. Et donc, la caution bancaire pour désinstaller l'ensemble d'une éolienne est de 50 000 €. Mais en fait, on sait très bien qu'avec 50 000 €, on ne peut déjà pas très loin, enlever le socle en béton armé. Après, vous avez le mât. Bon, là, il est recyclable. Là, il n'y a pas de problème. C'est à peu près le seul élément qui pose pas problème. Exactement. Après, vous avez les pales. Alors là, à Cherbourg, on vient de nous annoncer dans la presse, Cherbourg, usine de pales, des pales de plus de 100 mètres de long. Alors les pales sont réalisées en fibre de carbone ou fibre de verre. Elles sont non recyclables. D'ailleurs, il y a des photos dans les sites internet américains de décharges de pales d'éoliennes, contrairement à ce que disent les promoteurs éoliens. Et la Bundeswehr, l'armée allemande, a établi que si on brûlait les pales d'éoliennes, le fibre de carbone, ça créerait des fumées cancérigènes équivalentes au cancer de l'amiante. Pour dire à quel point c'est extrêmement impactant. Donc les éoliennes déchargent en Afrique ou aux États-Unis. Et puis, le pire, c'est les nacelles, c'est-à-dire là où il y a les rotors des éoliennes avec des aimants au néodyme. Et là, il faut 200 kg pour une petite éolienne et 1 tonne pour une grosse éolienne, en particulier les éoliennes en mer, qui nécessitent absolument les terres rares compte tenu des conditions. Alors les terres rares, on appelle ça terres rares, mais ce sont des métaux. Des métaux, on dit indistinctement terres rares ou métaux rares. Donc c'est des métaux rares. Et le métal, il y en a 16 en tout, et celui qu'on utilise particulièrement dans l'éolien, c'est le néodyme. Et vous dites justement, c'est intéressant que les métaux rares, on les trouve essentiellement en Chine, en Mongolie. Et en Mongolie. Voilà, où tout. Et que leur extraction est absolument apocalyptique, avec, en fait, on concasse dans d'immenses mines à ciel ouvert, on concasse la terre, la pierre, ça nous fait une poudre, et pour séparer les métaux de cette poudre, on fait 10 bains d'acide sulfurique et oxalique, et à la fin, on obtient ce métal, mais en même temps, on obtient des tonnes et des tonnes de déchets qui remplissent un lac toxique, et qui ensuite s'infiltrent dans la nappe phréatique qui conduisent à des leucémies d'enfants. C'est absolument apocalyptique. Sous prétexte d'écologiquement correct dans nos pays, on détruit corrélativement la nature et les conditions de vie des Chinois. Et la Chine est devenue, a acquis ce monopole
parce que les pays occidentaux ne voulaient pas créer ces troubles écologiques. Donc en fait, au nom de l'écologiquement correct, je reviens là-dessus, on détruit la nature, c'est tout le paradoxe des éoliennes. Les éoliennes, rien que dans leur conception, ne sont pas écologiques du tout, loin de là. On pollue chez le voisin, on pollue chez soi, et il y a de nombreuses atteintes à la nature, vous le disiez. Menace pour la faune, menace pour la flore, menace pour la santé des êtres humains. Tout à fait. Et effectivement, le problème, c'est que ces rotors d'éoliennes conduisent à la création d'infrasons. Alors les infrasons, les gens ne le perçoivent pas à l'ouïe humaine, on ne l'entend pas, mais ont des impacts moléculaires. Il y a Wolfgang Müller, qui est biologiste allemand, qui vient d'écrire un bouquin en juillet 2019, qui explique que les infrasons conduisent à une modification de l'atmosphère et donc à des impacts moléculaires. Et c'est pour ça que les gens qui vivent à proximité des éoliennes souffrent du phénomène de ce qu'on appelle le syndrome éolien, tachycardie, vertige, maladie cardiovasculaire, troubles du sommeil. Et il y a de nombreux scientifiques qui ont été réunis dans le monde entier, aux États-Unis, par la NASA, en Australie, avec une fondation australienne spécialisée sur la question, en Allemagne, avec le rapport de l'Académie de médecine allemand, il y a quelques années, qui a lancé une alerte sur le sujet. Alors nous, les Français, c'est formidable, parce que les Français, l'Académie de médecine française dit « c'est pas grave, c'est un effet psychologique, c'est l'effet nocebo ». C'est parce qu'en fait, les gens qui vivent à côté des éoliennes, ils pensent être malades, mais en fait, c'est les informations négatives que les réseaux sociaux leur envoient sur les éoliennes, que les médecins anti-éoliens leur envoient, qui créent ces troubles de santé. On est complètement dans du délire. Ça fait penser à la fameuse formule il y a quelques années où on disait qu'il n'y avait pas d'insécurité en France, mais simplement un sentiment d'insécurité. Donc, en fait, c'est probablement ça. Tout dans la tête des gens. Voilà, exactement. On est dans un sentiment de maladie, mais pas de maladie réelle. Alors, effectivement, depuis qu'il y a eu une centrale éolienne à Nozay, en Loire-Atlantique, il y a eu 300 vaches qui sont mortes. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne crois pas que les vaches aient eu accès à des réseaux sociaux pour avoir des informations négatives. En tout état de cause, les gens sont malades à Nozay et les vaches meurent de manière massive depuis que les éoliennes sont installées. Les vaches sont atteintes, les chauves-souris, les oiseaux. Les chauves-souris, les oiseaux, surtout les faucons. Tous les faucons, les milans royaux, espèces protégées, tous les rapaces, en fait, parce que notamment ce sont des oiseaux qui planent, et quand l'éolienne, ils se mettent à côté des éoliennes, 250 km/h, ils se font happer, complètement happer. Les chauves-souris sont détruites en masse. Les baleines subissent les infrasons, puisque les baleines se déplacent avec un système de sonar. Elles étaient déjà impactées avec les sonars des vaisseaux et des sous-marins de l'US Navy. L'US Navy avait établi des corrélations entre les échouages de baleines et l'utilisation des sonars de militaires. Et en fait, les éoliennes produisent des sons, là, pour le coup. voilà, produisent des infrasons, des sons basse fréquence qui se diffusent encore plus facilement dans l'eau, jusqu'à 50 km via le mât. Donc, on a un impact considérable du monde de la pêche, du monde des oiseaux, etc. Tout ça, pourquoi? Pour rien. Et surtout, c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé suite à la question des problèmes de pollution liés à la création, c'est que les éoliennes ne permettent pas la baisse des émissions de gaz à effet de serre. On y vient. Allez, expliquez-nous ça, parce que c'est quelque chose d'assez fabuleux. Oui, c'est la fameuse... vous allez expliquer bien mieux que nous, mais les éoliennes sont une énergie intermittente qui demande à être couplée en fait, avec des productions d'énergie à caractère thermique, pétrole, gaz, et au Grand Empire charbon en Allemagne, ce qui explique souvent les vagues de pollution, notamment dans le bassin parisien, dans le nord de la France, qui proviennent d'Allemagne, non pas des pollutions liées à l'automobile ou autre. Alors, la particularité française, et qu'il faut rappeler et qu'il faut marteler, c'est que la France est le pays le plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut quand même le rappeler. 90% de notre électricité est décarbonée. Nucléaire. 80% d'électricité d'origine nucléaire, 10% d'origine hydroélectrique. Bon. Donc globalement, quand Greta Thunberg nous assigne, pour soi-disant ne pas répondre à nos objectifs de sauver la planète, elle a tout faux.
Nous sommes un pays des plus vertueux, et je dirais même que nous n'avons aucune leçon à recevoir d'aucun pays du monde, et encore moins l'Allemagne, puisque l'Allemagne émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, en raison notamment de ses usines au charbon. Alors on voudrait nous imposer, les lobbies éoliens allemands... Je vous arrête. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, voilà. Alors, la particularité, c'est que l'intermittence du vent, ça c'est quelque chose de commun, l'éolienne, ça ne fonctionne pas tout le temps. 20% de son potentiel. Alors, en fait, c'est environ, le facteur de charge est de 22%. Le facteur de charge, c'est la production d'une éolienne pendant une année par rapport à sa production théorique maximale sur la même année. C'est 78% ou 80% pour le nucléaire, je crois. Voilà, c'est 80% pour le nucléaire, c'est 22% pour l'éolienne. Donc tout ce temps où l'éolienne ne fonctionne pas, on est obligé d'injecter dans les circuits électriques de l'électricité, mais d'origine thermique, avec de l'origine fossile. Pourquoi ? Parce que les entreprises nucléaires ne permettent pas de piloter cet afflux, ce besoin d'électricité à court terme. Et donc, on est obligé d'injecter du gaz ou du pétrole qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. En Allemagne, c'est plutôt du charbon ou du lignite. Voilà. Donc, effectivement, plus on développe les éoliennes, plus on est obligé de développer la capacité de fabrication d'électricité d'origine fossile. Et donc, évidemment, en France, depuis donc 2015, on a une augmentation des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que là où on nous dit il est urgent d'utiliser des éoliennes pour baisser les gaz à effet de serre, alors qu'en réalité, l'installation d'éoliennes conduit à nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire l'effet inverse de celui recherché. Et en Allemagne, c'est pire parce qu'ils ont dépensé 500 milliards d'euros pour baisser ces fameux gaz à effet de serre. Et malgré l'installation depuis 20 ou 30 ans d'éoliennes en Allemagne, eh bien, il n'y a pas eu de baisse des gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, la Cour fédérale allemande des comptes a dit que c'était un échec retentissant parce qu'il n'y avait pas eu de ces baisses de gaz à effet de serre. On va y revenir, mais justement, les Allemands reviennent complètement sur cette politique. Vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Tout à fait. Alors, les éoliennes, c'est polluant, c'est moche. On peut le dire, ça atteint la santé des êtres humains comme celle des animaux. Et c'est qu'un volet de l'affaire, mais ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Et parce qu'il y a un business derrière. On parlera tout à l'heure de ceux qui touchent, et on va parler de ceux qui payent, à savoir le citoyen et le consommateur. Voilà, alors effectivement, ce que j'ai découvert... Le citoyen, le contribuable et le consommateur. Voilà, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, et on parlera de la façon dont ces sommes sont dilapidées, c'est qu'en fait, les subventions à l'éolien proviennent d'un fonds qui s'appelle le CAS, le compte d'affectation spéciale. Et ce compte d'affectation spéciale, auparavant, était financé par la contribution au service public de l'électricité, la fameuse CSPE, la taxe qui fait maintenant à peu près 15% sur notre facture d'électricité. Mais comme ce n'était pas suffisant, eh bien, on a alimenté le CAS par les taxes sur l'essence, la fameuse taxe carbone, la TCIPE, la TCIPE, la TIPCE, qui est en fait prélevée sur la facture d'essence et qui est à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Qu'on comprenne bien, en gros, la personne, le motard, l'automobiliste, le chauffeur de poids lourd qui prend son camion, sa voiture, sa moto, en fait... finance au travers de la TIPCE, taxe carbone, le compte d'affectation spéciale qui sert à financer les subventions dans l'éolien, notamment au solaire, voilà, exactement. Donc en fait, la crise des Gilets jaunes, pour bien comprendre, elle est due particulièrement au fait qu'on ait dû financer les énergies renouvelables. Et c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, quelques jours après le début de la crise des Gilets jaunes, en novembre 2018, c'est François de Rugy qui a répondu à la crise des Gilets jaunes en disant « il faut continuer le cap de la transition écologique ». Personne ne comprenait pourquoi. C'est qu'en fait, ces augmentations de taxes successives étaient dues au fait que plus on installe d'éoliennes, plus on est obligé de subventionner et plus on a besoin d'argent. Pourquoi on est obligé de subventionner autant? Expliquez-nous. Parce qu'en fait, l'électricité éolienne coûte beaucoup plus cher que l'énergie, l'électricité dite conventionnelle. Exactement. On ne la paye pas au prix du marché, en fait. En fait, le problème, c'est que, et c'est le cas dans le monde entier, c'est qu'en fait, en France, on a choisi de subventionner, c'est-à-dire de donner aux producteurs d'électricité d'origine éolienne un tarif supérieur
au tarif habituel. Alors, parce qu'on considère que c'est propre, etc. Parce qu'on pensait que c'était pour développer une filière. Bon. Alors, le tarif habituel, il est de 45 € le mégawattheure. Bon, on produit 1 mégawatt en 1 heure, on a 45 €. Bon, ça, c'est n'importe quel producteur d'électricité. Et ce marché évolue dans la journée en fonction des besoins. Donc, il y a un marché européen. Donc ça, c'est le marché. Pour l'éolien sur Terre, le tarif est de 82 € le mégawattheure. Presque le double. Presque le double. Sachant qu'en plus, si le tarif est à 20 €, si le tarif spot tombe à 20 €, là, c'est le quadruple. Donc, et c'est un prix garanti. Le tarif spot, c'est l'acronyme pour désigner le prix du marché. Voilà. Mais c'est un prix garanti. C'est-à-dire que le producteur d'électricité touchera toujours 80 € le mégawattheure, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Tandis que les producteurs habituels, eux, ils peuvent toucher 10 €, 20 € en fonction du moment de production d'électricité. Premier point. Pour l'éolien en mer, j'ai découvert, il y a 2-3 ans, que l'éolien en mer était racheté, pour les 6 projets entre le Tréport et Noirmoutier, 220 € le mégawattheure, soit 5 fois le prix habituel. Un petit aparté, donc c'est Fabien Bouclé justement qui a révélé ces chiffres et qui a fait que son action a fait que les choses ont un petit peu bougé. Effectivement, après justement un article dans le Figaro, 2 articles dans le Figaro, plusieurs interventions de lobbying, on a contraint le gouvernement de faire un amendement de renégociation, mais qui a conduit Emmanuel Macron en juin 2018 de dire eh bien, on va racheter l'électricité en mer à 150 € le mégawattheure, hors raccordement. Alors, le raccordement, c'est de l'ordre de 25 à 30 € le mégawattheure. Raccordement qui est financé par le TURP, donc un autre impôt. Donc, en réalité, on est à un tarif, raccordement compris, de l'ordre de 180 € le mégawattheure. Ce qui nous fait toujours une subvention de 3 à 4 fois le prix habituel. Alors, et au final, combien ça coûte? Alors, au final, pour les éoliennes en mer, tout compris, les 6 projets d'éoliennes en mer, 30 milliards d'euros. Pour les éoliennes sur Terre, de 30 à 40 milliards d'euros. Donc ça, ce sont des chiffres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et d'un rapport de Julien Aubert rendu là tout récemment. Aujourd'hui même. Non, il l'avait rendu en juin, mais il a complété avec la commission d'enquête parlementaire d'aujourd'hui. L'EDF doit 10 milliards d'euros au titre de l'achat précédent, donc il y a 10 milliards d'euros. La France a déjà dépensé de l'ordre de 30 milliards d'euros au titre des éoliennes passées. Donc là, on est à 100 milliards d'euros à peu près, 100-120 milliards d'euros. Et en plus, la France doit revoir son système de réseau électrique et donc RTE doit engager 33 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour réinstaller et faire les raccordements des éoliennes au système électrique principal. Vous chiffrez au total pour l'ensemble des énergies renouvelables l'addition à 160 milliards pour 20 ans. 160 milliards pour 20 ans, y compris le photovoltaïque, hors les 33 milliards d'euros nécessaires au raccordement. Donc si on l'intègre... On atteint les 200 milliards. On atteint les 200 milliards, plus les 30 ou 40 milliards déjà dépensés. Donc on arriverait à 250 milliards, tout compris. Ce qui est pas loin, ce qui va dire presque les 3 quarts du budget de la France, de l'État, sur une année. Donc, voilà. Ce qui est considérable. Ce qui est absolument considérable. Alors, il faut bien comprendre que le système de subvention a changé en France, avec un système d'appel d'offres, mais tous les chiffres dont je vous parle sont les systèmes anciens qui vont avoir des conséquences sur les 20 prochaines années. C'est donc un système qui est encore à l'ordre du jour et qui a des conséquences pour les 20 prochaines années. Maintenant, les nouveaux systèmes d'installation d'éoliennes n'ont pas ce système de subvention absolument gigantesque. Voilà, c'est un système d'appel d'offres proche du tarif spot. En tout état de cause, on se demande pourquoi il faut maintenir ces subventions à l'éolien, alors que par exemple le nouveau parc éolien, centrale éolienne au large de Dunkerque, a été attribué par appel d'offres à 45 € le mégawattheure à EDF. Donc on va nous expliquer pourquoi on maintient 30 milliards d'euros de subventions pour les 6 centrales éoliennes en mer pour les anciens projets, alors qu'on a accordé un projet de centrale éolienne au large de Dunkerque à 45 € le mégawattheure, c'est-à-dire 3 à 4 fois moins cher que les précédents. Justement, c'est un autre volet de votre ouvrage. L'argent part bien quelque part. Et à qui, du coup? Parce que vous parlez de collusion, de lobbyistes extrêmement bien organisés, de relations de ces lobbyistes
avec des gens parmi les plus hauts placés au sein de l'État, notamment au ministère de l'écologie. Alors effectivement, la grande particularité, c'est que tout cet argent vient non pas créer une filière industrielle, parce que les 20 ans de subventions dont je viens de parler, les 100 milliards d'euros à peu près, ça va conduire à ce qu'on ait des éoliennes qui, dans 20 ans, seront en fin de vie. Donc on n'aura aucune infrastructure. Quand on a dépensé préalablement des entreprises nucléaires, des industries nucléaires, on les a créées pour 60 ou 80 ans. Donc là, on n'aura plus d'infrastructure, on aura dépensé 100 milliards d'euros pour rien. Ensuite, je tiens à le rappeler, la France produit 5% de son électricité d'origine éolienne, mais excédentaire de 7%. C'est-à-dire qu'on vend notre électricité subventionnée au marché du brut à nos pays voisins. C'est-à-dire qu'en termes de balance commerciale, c'est absolument épouvantable. Alors maintenant, où va cet argent? Eh bien, dans les poches des promoteurs éoliens. Alors pour les promoteurs éoliens en mer, on a par exemple au Tréport et au Noirmoutier un consortium dont 60% du capital appartient à un consortium sino-japonais, plus Engie et un peu la Caisse des dépôts et consignations. On a globalement un ensemble, une myriade de sociétés qui appartiennent à deux syndicats promoteurs éoliens, le syndicat des énergies renouvelables et France Énergie Éolienne, dont parfois on ne connaît pas le bénéficiaire économique final. Donc ça remonte, parfois dans des paradis fiscaux. Donc là, on ne sait pas où part l'argent, et je crois que là, c'est un élément de gravité quand même accentué. Et ces capacités financières liées aux tarifs de rachat largement subventionnés donnent la possibilité aux promoteurs éoliens de financer la plupart des associations environnementalistes, WWF, la Ligue de protection des oiseaux, France Nature Environnement, Greenpeace qui elle-même n'est pas financée parce qu'elle est promoteur éolien, c'est encore pire, elle a une filiale Greenpeace Énergie qui est promoteur éolien, la Ligue de protection des oiseaux ou Seabird en Espagne qui, après avoir dénoncé les impacts sur les oiseaux, s'est retrouvé financé par la Fondation Iberdrola, le principal promoteur éolien espagnol. Donc on le voit, il y a des collusions totales. Et après, le pire, c'est la collusion politique, où d'anciens préfets deviennent collaborateurs. Exactement, parce qu'on vient sur cet aspect-là qui est le déni de démocratie, en fait. Tout à fait. Vous citez une foultitude d'exemples où on pense qu'on est... La plupart d'entre nous les connaissent parce qu'on se dit, mince, voilà, au niveau local, on voit la population qui est opposée à ces projets, et ces projets pourtant de parcs éoliens voient le jour. Comment ça se fait-il? Vous l'expliquez très bien, ça. Parce qu'en fait, en ayant financé, en ayant eu ces collusions avec certains anciens préfets, certains élus, certains politiques, quand vous voyez que Europe Écologie Les Verts a en son sein le premier promoteur éolien indépendant français, on comprend mieux pourquoi Europe Écologie Les Verts a procédé à tous les dépôts de projets de loi ou un nombre important d'amendements soutenant la filière éolienne. Il y a des liaisons. Et effectivement, cette collusion globale fait que la Convention d'Aarhus, qui dit que le citoyen doit participer à la décision ayant un impact sur son cadre de vie et son environnement, est complètement bafouée par le système politique qui veut installer les éoliennes coûte que coûte, malgré parfois 80% d'opposition. Je pense à Noirmoutier, où il y a eu 80% d'opposition lors de l'enquête publique. Et les commissaires enquêteurs, après avoir insulté les citoyens qui étaient venus participer à cette enquête publique, on les traité de QI de géranium, de QI qui n'était pas celui du géranium, c'est-à-dire que moins qu'un géranium. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment le citoyen de base, à leurs yeux, est vraiment de la valetaille épouvantable. Eh bien, ces gens-là veulent imposer coûte que coûte, ne respectant pas les règles et les valeurs de la République, et la Déclaration des droits de l'homme et les conventions internationales. Ce sont des gens qui nous installent progressivement dans une dictature verte, dans un totalitarisme vert, pour imposer coûte que coûte ces éoliennes, en liaison avec leurs amis financeurs. Voilà. D'autant plus que vous le pointez bien, il y a certains recours administratifs qui avaient été mis en place et qui ont sauté sous l'action de François de Rugy, justement, ces dernières années. Alors effectivement, en plus, François de Rugy a mis en place, pendant qu'il a été ministre, la fin du premier degré de juridiction des tribunaux administratifs. C'est-à-dire qu'avant, quand vous vouliez contester l'installation d'éoliennes terrestres, vous deviez aller d'abord au tribunal administratif, puis à la cour administrative d'appel, puis au Conseil d'État.
Alors comme eux, ils ont supprimé les freins à l'éolien, on avait lancé notre objectif de 100% de taux de recours. On est d'ailleurs passé de 25% de taux de recours à 70%. Les anti-éoliens ont augmenté leur capacité de résistance. Et face à cette capacité de résistance, eh bien, l'État a supprimé le premier degré de juridiction, gagnant 2 ans, ce qui est absolument scandaleux, ce qui est une attaque grave au droit de la défense et au droit de contester des projets éoliens. Enfin, on est là, on nage vraiment dans un totalitarisme vert inacceptable. Inacceptable pour notre démocratie. Et en même temps, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, les choses changent, le vent tourne, et notamment à l'étranger. Tout à fait, et ça c'est le point de satisfaction. Là où, et la raison pour laquelle les promoteurs éoliens sont très agressifs en France, hein, ils sont très agressifs, très radicaux, ils se sont radicalisés dans leur manière d'agir, dans leur lobbying, ils s'en cachent à peine, leur lobbying, ils se cachent à peine de leur lobbying. Eh bien, en Allemagne, il y a eu une baisse de 82% des installations d'éoliennes, avec simplement 35 mâts installés. En Norvège, la Norvège vient d'annoncer la fin de son plan national d'installation d'éoliennes. La Pologne, dans le cadre de la COP24, a annoncé la fin des éoliennes en Pologne et un plan de désinstallation à échéance 2040. Et donc, le vent vient de l'Est. Vous parlez d'opposition, notamment également en Russie, aux États-Unis. Actuellement, l'administration Trump est en train de s'opposer sur le fait d'installer des éoliennes en mer. La Russie, Vladimir Poutine a exprimé que c'était un problème pour le monde animal. Et donc ce vent d'Est fait qu'en Europe, il y a eu moins 30% d'installations d'éoliennes entre l'année dernière et cette année. Donc c'est un signe fort de décrue. Et c'est la raison pour laquelle, en France, on a cette tension de lobbyistes, parce que les commerciaux des différents promoteurs éoliens n'ont plus que ce marché-là, puisque Vestas, le premier fabricant d'éoliennes, vient de licencier. Siemens vient de licencier dans sa catégorie énergie renouvelable. Et surtout, le troisième fabricant d'éoliennes, Cevion, vient d'être liquidé. Donc on a un contexte qui est totalement un contexte international, qui est totalement en décroissance sur la question des éoliennes. Donc ne soyons pas la dernière roue du carrosse. Là, il est vraiment temps d'arrêter. Et moi je le dis, globalement, je lance le message, arrêtons les éoliennes. Arrêtons les éoliennes. On va dans le mur si on continue comme ça. Un dernier mot, vous parlez de la résistance. Donc la résistance s'est organisée depuis quelques années avec de nombreuses associations. Tout à fait, environ 1500 associations dans la France entière. Alors que faire, que dire aux Français qui nous regardent, aux contribuables, aux citoyens qui voient près de chez lui un projet éolien se préparer? Alors, comment lutter? Alors la première chose, c'est lire mon livre, parce que je pense que j'offre des éléments d'information et de compréhension qui permettent aux citoyens confrontés à ces centrales éoliennes d'avoir les éléments de compréhension de ce qui se passe et des éléments de discussion avec un préfet ou le maire du village. Deuxième chose, envoyer en recommandé au maire du village mon bouquin ainsi qu'au préfet, et puis rejoindre une des associations de Vent de Colère ou de la Fédération Environnement Durable, Fédération Environnement Durable qui a à peu près 1500 associations dans la France entière, et puis se battre, être déterminé, et surtout ne pas écouter les mensonges des promoteurs éoliens, ni les mensonges des fonctionnaires et des préfectures qui n'ont de cesse que de mentir sur l'impact des éoliennes dans l'environnement. Voilà. Fabien Bouglet, Éolienne, la face noire de la transition écologique, aux éditions du Rocher. Merci Fabien Bouglet. Merci beaucoup Jean-Baptiste.